bonjour mon ami suisse. Bonjour. Alors, pour en revenir à l'esthétisme et à la banalisation de l'horreur, dont on a fait tout dernièrement une audio, j'aimerais te lire un extrait du livre de Ghislain Chétan, L'école à la dérive, qui a été laissé par un auditeur averti. Donc, je cite: un exemple particulièrement significatif de cet état de choses est la vente à prix d'or de peintures ou autres œuvres d'art caractérisées non seulement par leur banalité désolante, mais dont la composition et la texture chaotique est réalisée délibérément à rebours de la nature des choses et présente par là une inintelligibilité indigne de l'homme. Citons comme illustration, et l'exemple est loin d'être un phénomène isolé, la vente à New York d'une toile de Picasso, femme assise dans son jardin, pour l'équivalent de quelques 40 millions d'euros. Dis donc. Alors après, je saute un peu quelques lignes, je continue. En d'autres mots, ni la chose peinte, ni son traitement n'apportent rien de positif, pour dire le moins, mais plonge celui qui veut bien l'être dans une sorte de plénitude infrahumaine et profondément pervertie pour cette raison même et qui prend la place de ce que l'homme moderne a définitivement renié à un niveau supérieur. Voilà. Ouais. Qu'en penses-tu? Oui, ben, c'est l'expression même de ce que ça a pu être dit déjà à plusieurs reprises dans d'autres constats. Hein. Oui. Et quand j'ai dit, je croyais que Satan, qui voulait être aussi original que Dieu, n'avait tout autre choix que l'horreur, ben, on y est, non? Je vois pas... Tu vois de l'horreur, là? Ben, évidemment, cette façon de faire les choses, cette façon de se mettre, c'est normal que Picasso fasse des sujets comme il les fait. Il est dans l'infra-humanité, j'irais même jusque dans l'infra-animalité. C'est fait certainement avec beaucoup de talent dans le sens du coup de pinceau, du coup de main, tout est possible, mais c'est pas suffisant pour faire qu'une œuvre d'art soit une œuvre d'art. C'est pas le talent de cet ordre-là qui est suffisant. On peut faire une horreur, mais on peut la faire de manière parfaite. Oui. Voilà. Le diable ne manque pas de possibilités sur le plan de l'esthétisme. Hein. Oui. C'est pas ça le problème. Mais bon, il n'y a pas que Picasso, Salvatore Dali, tout le surréalisme, c'est des horreurs, c'est évidemment. Et si on peut mettre en accord avec ça d'autres domaines, tels que la psychanalyse, avec un Freud, avec tous ceux qui l'ont suivi, on rentre en fait des mouvements qui sont nés un peu à la même période que tout, c'est-à-dire 19e et 20e siècle, ouais. C'était la mise à jour d'aspects de ce qu'on appelait l'occultisme. Ouais. Alors il prend toutes les formes possibles et imaginables. Donc la psychanalyse, entre autres, qui est devenue remplacer en quelque sorte des doctrines traditionnelles. C'est-à-dire qu'on va chercher un emplacement, quelque chose qui se trouve totalement à l'opposé, et on en fait une tartine de manière à faire à vendre le mensonge au prix de la vérité, comme ça a déjà été dit. Et puis pour en revenir à l'art moderne, M. Chion parlait des églises. Il dit ceci, je vais le citer là. L'art moderne bâtit des églises en forme de mollusques et les perces de fenêtres asymétriques qui semblent provenir de rafales de mitrailleuses, comme pour trahir par là ses véritables sentiments. On a beau vanter la hardiesse de telles conceptions architecturelles, par exemple, on n'échappe pas aux significations intrinsèques des formes, et on ne peut empêcher que telle œuvre s'apparente par son langage formel au monde des larmes et des cauchemars. C'est du spiritisme transmué en béton. Tu vois, je disais tout à l'heure, les provenances, il y a une sorte d'identité dans la provenance de cette mise à jour d'art tel que l'art moderne sous toutes ses formes et de la psychanalyse, de ces choses-là. C'est comme il parle du spiritisme transmué en béton. Oui. Ce qui veut dire qu'effectivement ces formes-là représentent
sont en rapport avec ce spiritisme, elles ont un lien sérieux, elles ont un lien profond. Toutes ces choses-là sont liées, elles proviennent de la même source. Ouais, d'accord. Voilà. Et on est dans ce monde-là, ce monde larvaire, on est dans cette quelque chose qu'on a aussi dit à plusieurs reprises, on est dans cette décomposition. Et il n'y a que dans cette décomposition de l'humanité qu'on peut retrouver ces choses-là, et en plus de ça, aller jusqu'à se tamer devant. Attends, je suis en train de lire le surréalisme là sur Wikipédia. En fait, c'est un mouvement artistique tel un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Ben voilà, on arrive dans les aberrations multiples, et puis autrement, si on veut connaître véritablement les rouages, il n'y a que dans les sciences traditionnelles où on va pouvoir trouver des expressions, et non seulement des expressions, mais on va pouvoir pénétrer à cœur dans une connaissance qui nous fera voir exactement quels sont ces différents rouages. Voilà. Dans une position celle que l'humanité a actuellement, c'est-à-dire dans sa décomposition, ça veut dire que le néant est synonyme d'originalité. Ouais. Voilà. Ça veut dire en quelque sorte que où il y a un minimum de symbolisme authentique, c'est là où on va exprimer qu'il y a un maximum de talent. On est dans cette position subversive totale. Toutes les aberrations sont possibles, et quand tu parles d'un homme comme Picasso, j'ai bien vu quelques œuvres comme ça de lui, on voit bien où il y a une monstruosité qui est présente là. À présent, je dis bien, suivant qui va retrouver cette résonance en lui, puisqu'on vit une période et une époque comme celle-ci, on peut se retrouver avec des résonances comme des harmoniques dans la musique, devant une multitude de choses. Hein. C'est possible, mais je veux dire, ça serait plutôt quelque chose à tenter de soigner, de guérir, plutôt que de le raffermir encore en mettant une œuvre correspondante qui va se transpercer tous les jours en envoyant en quelque sorte son champ vibratoire de manière à te raffermir dans ta position de malade mental. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est un petit peu le jeu. Enfin, on a bien vu ça à plusieurs reprises, que on est exactement à côté de la question. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Dans tous les domaines, le point de départ, c'est cette désacralisation qui a, comme je l'ai dit en Occident, on retrouve ces traces-là à partir du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge égale la fin de quelque chose qui représentait en quelque sorte encore une humanité qui n'a aucun rapport avec cette mentalité moderne, mais qui était en rapport avec toutes les collectivités traditionnelles qui étaient sur l'ensemble de la Terre. L'homme occidental du Moyen-Âge était un cousin germain de l'oriental ou même de l'extrême oriental. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Ouais. Il y avait que les formes qui pouvaient changer, mais il n'y avait pas le fond était le même. Là, on est parti dans la décomposition, je le répète. Il faut bien le savoir. Donc, qui dit décomposition dit quelque chose on n'a qu'à l'imaginer simplement sur un sujet sur lequel on peut le voir et l'avoir vu, pour comprendre qu'il y a une différence vraiment qui est incommensurable entre un animal vivant, par exemple, ou un homme vivant, et un cadavre. Ouais. Il y a quand même, à un moment donné, même s'il y a une apparence d'identité, on est à 100 lieues. Alors voilà, donc ce que tu es cité comme artiste actuellement est à 100 lieues de l'art. Alors on peut appeler ça, à présent on peut utiliser l'usurpation des termes se fait dans tous les domaines. Donc je vois pas pourquoi on n'appellerait pas un artiste un personnage qui est totalement à côté
de ce que peut représenter l'art. On peut dire que avant, l'homme était dans le culte de Dieu, et tout ce qu'il faisait, toutes ses créations étaient liées à cela. Et à présent, l'homme moderne est dans le culte de l'ego, et tout ce qu'il fait est lié à ça aussi. Je ne dirais pas comparer ça, parce que le culte de Dieu, l'ego peut participer à ça, dans le sens qu'il peut donc avoir une acceptation de se plier aux exigences de certaines proportions, qui elles sont en accord avec en quelque sorte l'ordonnance divine. C'est encore des sujets qui peuvent, tout ça, ça peut se jouer. Ce que je dirais, c'est qu'on est dans une comme quand j'ai parlé à un moment donné, je ne sais plus dans quel constat, à une ivresse, c'est-à-dire comme cette ivresse des profondeurs qui fait perdre de vue où est le haut et le bas. Là, on a renversé la vapeur dans le sens qu'on se pâme devant quelque chose qui est en dessous de tout, en le prétendant en dessus de tout. D'ailleurs, dans la psychanalyse, c'est ça, on va chercher en quelque sorte. C'est un petit peu comme si on analysait le contenu des latrines et que d'après ce contenu, on va déterminer quelle était l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans le banquet. Ouais, voilà. Voilà un petit peu la position. Donc on est à 100 lieues ou à 1000 lieues d'une position normale. Voilà, on est dans ce même genre de cas de figure et qu'un artiste tel que celui que tu as cité, il est en train d'exprimer quelque chose là qui franchement est bel et bien une décomposition. Si on y voit autre chose, ben, je sais pas comment on fait pour soigner ça, moi je suis pas spécialiste. Ouais. Et à un moment donné, le simple bon sens des choses fait qu'on ne peut pas aller au-delà d'une limite. On peut styliser les choses, mais on peut déjà pas les caricaturer parce qu'on fait ressortir un aspect qui est tout à fait secondaire, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la réalité, de la signification. Mais là, ça a été encore plus loin que la caricature, c'est de la décomposition. Raison pour laquelle ça vaut une telle fortune. Hein. Parce que comme l'argent, on en a déjà d'ailleurs parlé suffisamment, le fric étant le Dieu moderne, ça correspond donc bien à quelque chose qu'il peut offrir. Dieu peut nous offrir une situation qui correspond à nos destinées. Voilà, donc là, le fric, il a un pouvoir particulier qui fait que quand il est à la manœuvre de certaines choses, ben, ce fric permet à un malade de pouvoir se rendre encore un peu plus malade avec une œuvre prétendument d'art qui va le miner jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand je dis mort, je parle même pas de la mort physiologique, hein. Je parle de la mort du personnage en tant que la mort de l'âme. Oui. Voilà. C'est ça la subversion, en somme. Ouais. Et il a des exigences, hein, cette divinité qui s'appelle le fric. Parce qu'un personnage qui peut mettre 40 millions d'euros sur un tableau de cet ordre, à moins qu'il est en train de spéculer. Non, mais en plus, attends, j'ai vu qu'il était évalué à 30 000 euros et il a été acheté à 40 000 euros. Tu imagines? C'est pas 40 000, c'est 40 millions, t'as dit. 40 millions, oui. Il était évalué à 30 millions d'euros, ce tableau, ouais. Et il a été acheté à 40 millions d'euros. Voilà, bien sûr, bien sûr. C'est sûr, mais ça, c'est... Voilà, donc ça veut dire... C'est très significatif dans un ensemble de choses. Mais ça veut dire que les gens, ils se battent pour l'acheter, quoi. Ils se battent pour l'acheter, et donc il faut avoir à disposition 40 millions d'euros qui, comme par hasard, se trouve être dans les mains d'un personnage qui est justement atteint d'une maladie grave, que son fric ne pourra jamais lui permettre nécessairement de le soigner, parce que c'est pas par là que ça passe. Et c'est souvent comme ça. Je connais des gens qui sont pleins d'avoir
et qui sont dans des gamineries ou des trivialités que, franchement, on a de la peine à imaginer qu'on puisse en être arrivé là. Alors qu'on est dans un monde où justement on est dans un désarroi où il faudrait tenter de faire une correction sur la manière de voir tout ça, de façon à essayer au moins faire une tentative de vouloir rétablir un équilibre. Et bien là non, on prolonge le déséquilibre jusqu'au-delà de toute considération. Et ça commence à faire, c'est encore une façon de parler, on y est en plein et puis on peut prendre des choses par tous les bouts. Hein. T'imagines avec 40 millions d'euros le nombre de kilos de riz et de lentilles que tu peux acheter là? Oui, et puis sans compter que on va pas rentrer là-dedans parce que on n'en finit plus. Effectivement, il y a des milliers de personnes qui meurent de faim chaque jour et puis on va spammer là, se détruire l'âme devant en restant ébahi devant des croûtes de cette ordre. Je veux dire, ça n'a plus de commune mesure, donc il n'y a plus grand chose à dire. Celui qui ne voit pas ça sert à rien de chercher une explication là autour, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est rentré, là, on est sombré dans la folie la plus profonde. Vraiment. Donc, c'est bon, là. C'est ce qu'il faut faire. Circuler, il n'y a rien à faire. Non. Voilà. Et c'est l'expression à présent. Moi, je sais que ce qu'on va me rétorquer, c'est que je ne vis pas avec mon temps et que des personnages comme ces artistes, ils sont l'expression de notre temps, comme si ce temps était quelque chose qu'il fallait exprimer absolument envers et contre toute vérité. Je vois pas très bien. Tu vois? C'est pas pourquoi il faudrait que ce n'importe quoi ait des droits tout d'un coup, ça arroge des droits. Je vois pas très bien quoi ça signifie, à quoi ça ressemble, tout ça. Et puis on exalte, tu te rends compte, tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est tellement hors de proportion que c'est paralysant, tu vois, là aussi. Ouais. C'est paralysant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Tu vois, tu imagines, il faut essayer d'imaginer une chose. Tu vois les cathédrales, qui sont des monuments magnifiques, qui ont été faits dans les règles de l'art. Excuse-moi, je suis obligée de couper, on va continuer.